Bonjour, bienvenue à Ouvre ton mic, le show où des artistes établis partagent leurs meilleurs trucs et astuces avec des jeunes de la même discipline qui commencent des jeunes artistes. Aujourd'hui, on est en humour avec Michel Desrochers. Michel Desrochers est une humoriste en pleine ascension. En plus ses nombreux passages à la télé, on a pu la voir en première partie du spectacle de François Bellefeuille, elle qui vient tout juste d'entamer le rodage de son premier one-woman show. J'aime les sports qui ont des règlements bizarres un peu. Tu sais, il y a des sports, tu fais comment? C'est un drôle de flash, ça. Comme le 100 mètres est. Tu sais comment? Le 100 mètres, ça a l'air facile. On va mettre des clôtures, finalement. Hey, je t'ai émue, je savais pas que je t'ai établi. Tu viens de m'établir. Écoute, là. je te l'apprends. Je m'appelle David Bocage, by the way, je l'ai pas dit. Michel, si ça te tente, on va rencontrer nos jeunes humoristes qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont en début de parcours. Moi, c'est Timothée Bonnie Aird. Dans le fond, je viens de Montréal. Je m'en viens sur mes 18 ans. Je fais un peu d'humour, mais là, je suis plus dans le cinéma. Je fais des capsules humoristiques, des petits films humoristiques. Depuis que je sais écrire mon nom, pour moi, toute la planète est dyslexique. Non, il n'y a pas de H après le premier T. Et oui, ça se termine avec un E. Bon, je sais, j'ai un prénom masculin mais au féminin, mais au moins, je suis en mode. Allô, je m'appelle Violette, j'ai 21 ans, mon signe astrologique est le lion. Je suis journaliste, donc vous pouvez lire mes articles dans Le Devoir, écouter mes interventions au 98.5 FM. Mais en bonne journaliste, je vais plutôt vous dire de me suivre sur Twitter parce que c'est le réseau social des journalistes. Quand j'ai su que j'allais à Cuba, la première chose que j'ai faite naturellement, ça a été de le publiciser sur les réseaux sociaux. Puis j'ai une amie qui m'a écrit « Chanceuse, pourquoi tu vas à Cuba? » Chanceuse? Ma grande, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens vont à Cuba se baigner puis extorquer la population locale. Puis crois-moi que je suis assez polyvalente pour faire les 2 en même temps. Moi, c'est Olivier, je viens de Drummondville, j'ai 25 ans, puis j'ai fait un numéro sur scène ever. Vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram et YouTube. Je sais écrire « Torse de chenille ». Vous allez me trouver, suivez-moi. Moi, dans ma vie à moi, ça m'arrive de mettre un masque de girafe, puis ça m'aide à m'endormir. Puis la nuit, je rêve que les girafes, ils se mettent un masque de moi. Commençons par le début. Ça fait combien de temps que tu te considères officiellement humoriste? Oh! Moi, je me suis autoproclamée assez rapidement parce que je trouve ça important. Parce qu'il y a jamais personne en humour qui va venir te voir et dire « Aujourd'hui, tu es devenu humoriste » ou « Félicitations, tu viens de percer ». Il y a un petit côté, il faut se donner un crédit qui est peut-être pas encore là. Donc, moi, dès que j'ai écrit un premier numéro puis que je me suis inscrite à l'École nationale de l'humour, j'ai commencé à voir l'humour comme mon métier. Fait que dès les débuts à l'école de l'humour, là, je trouvais que l'humour, ça serait mon métier, puis pas de plan B. Mais ça, je trouve ça cool aussi parce que souvent, les gens, ils demandent comment l'après-école, tu sais, ta carrière commence quand l'école finit. Puis moi, je dis toujours non, elle commence quand l'école commence. Tu sais, c'est là que tu rencontres des gens, c'est là que tu commences à travailler, c'est là que tu crées des réseaux. Fait que c'est la bonne attitude. Oui, très d'accord avec ça. Parce qu'à l'école, déjà, le milieu a un œil là-dessus, puis il le sache. Le monde qui n'a pas leur duotang, puis t'es watché de partout. Mais je te dirais que même la genèse de mon amour de l'humour, ça vient de l'impro, bien avant ça. Tu sais, le faire rire, là. Après ça, l'humour, c'est devenu un outil pour faire le gros cash. Tu me connais? Check ma montre, Pharmaprix. En rabais à 1000. En rabais à 1000, c'est ça, exact. Pas de taxe, point optimum. Mais fait que ce côté-là de faire rire, c'est bien avant, c'est même dans ma famille. C'est la façon qu'on est chez nous, on est 4 enfants, il faut que ça punch, il faut que ça y aille. Puis après ça, l'humour, c'est juste devenu une façon de bâtir une carrière avec ça. Est-ce que tes parents sont drôles? Oui, mais à leur façon, ma mère est d'une vulgarité immense. Là. C'est très, très épicé, là, son humour. Puis c'est cabotin énormément. Là, fait que... Puis mon père, il est dans le jeu de mots terrible. Là, tu sais, on rit, mais on veut que ça arrête. Là. T'es sorti en quelle année de l'école de l'humour? Hey, bonne question. Avec la pandémie, là, tout est flou. Je te dirais 2019. Corrigez-moi, Wikipédia, je sais pas. Je l'ai, c'est ça, c'est 2019. Yes! 2019, puis aujourd'hui, tu es ici en tant qu'artiste établi, hein, moins de 3 ans, c'est pas peu dire. C'est quand même cool, ça va vite, ça veut dire que ça marche bien. C'est à quel moment que tu as senti comme, OK, je sens que là, j'ai une certaine traction chez... La soirée est encore jeune, c'est comme écouter milieu de l'humour ou milieu artistique, donc ça m'a donné comme une crédibilité auprès du milieu en tant que tel, puis là, ça m'a donné plein de belles opportunités. Puis sinon, moi, j'acceptais toutes les shows. Toutes les shows. C'est dans une pizzeria, il va y avoir 2 personnes, je suis comme « let's go, ça va être un hit ». Pour moi, un mauvais spectacle, c'est comme le début d'une anecdote, là. Fait que tout prendre, puis aussi, j'avais une optique de tous les projets que je faisais, je le voyais comme une mini-audition
pour quelque chose que je savais même pas encore qu'il existait. Des shows payés, non payés, des trucs pour aller apprendre. J'ai continué de faire de l'impro à travers tout ça. Mais genres d'accidents de parcours, là, genre étudier en littérature, faire 15 ans d'impro, c'est vraiment devenu comme une boîte à outils. Tu sais, même des gens qui ont un background, des fois, en humour, disent « Ah, ça n'a pas rapport, là. Avant, j'étais ostéopathe ou avant, je travaillais sur une ferme. » Mais ça, c'est des petites affaires qui deviennent drôles, tu sais. Fait que c'est important d'accepter la valise qu'on a puis de l'utiliser au lieu de prendre ça comme « Ah, j'ai perdu du temps. Tu sais, j'ai perdu aucun temps en littérature. Des fois, oups, un petit adverbe. Un petit adverbe comme ça qui sort. C'est ce qui reste de ton... Ça, merci. L'Université de Montréal, le cours des adverbes, là, ça sert. Le cours des adverbes, le fameux cours où on apprend tous les adverbes. Tu as parlé d'impro, qui est beaucoup la jeunesse pour beaucoup de personnes qui font de l'humour ou toute autre discipline artistique. C'est-tu moi ou tu as gagné un prix en Europe? Ah oui! En impro? Oui, moi, j'étais en impro à la CIA, c'est la Coalisation des improvisateurs anonymes. Puis il y a plein de bons artistes humoristes qui ont émergé de cette ligue-là, notamment... Richardson Zephyr? Richardson Zephyr, qui m'a tout appris. Aussi, c'est ironique? Non, pour vrai, hey, je te Qui m'a tout appris. Il donne les meilleurs conseils, Rich, pour vrai. C'est quoi ces conseils? On a-tu le temps? En Europe, il y a un match d'impro, justement, parce que le prix qu'on a gagné, c'est qu'on a gagné le mondial d'impro. C'est un grand tournoi avec Suisse, Belgique, des Italiens qui parlent pas français pantoute, d'ailleurs. Fait que tu fais un match avec 4 Italiens, parlent pas français, on fait des mimes, on essaie de se comprendre. Là, tu fais comme, je pense que je me suis mariée dans la mixte, mais je suis pas sûre. Ben, Rich, il y avait comme un buffet, genre, puis c'était juste le pays qui joue peut manger le buffet. Mais nous, c'était pas notre soirée, c'était comme Suisse-Belgique, mettons. Puis là, il prenait du chocolat, puis la madame Sandrine est comme Richardson, tu touches pas au buffet, tu touches pas au buffet. Il était encore en train d'en prendre, puis là, il me sortait dans moi, il dit, moi, quand on me dit d'arrêter de voler, je continue de voler. Ça, c'est des petits conseils comme ça qui m'ont aidé. Avec sa voix. Avec sa voix de Rich, là, de conseils. Exact, c'est ça. En fin de soirée aussi, il me montrait comment faire des drinks. Il disait, tu fais juste mélanger tout ce qui est froid. Ça, c'est des recettes ça de sangria. Température. Exact, oui. Rich Zephyr, quelle transition on ne peut plus fluide vers Big Brother? Super fluide. Ben oui, c'est vrai, une star de Big Brother Célébrité saison 1 que j'ai appelée avant d'aller à saison 2. Mais j'ai écouté aucun des conseils de Richardson. J'ai fait une game très différente. T'es resté 4 semaines, si je me trompe pas? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a amené, Big Brother? Comment t'as senti? Qu'est-ce que ça fait comme différence dans ta carrière, mettons, comme humoriste? Des opportunités en télévision, parce que moi, vraiment, je cherchais ça. Je suis passionnée de télévision, mais ça va donner la confiance aux gens, à la caméra, comment je sors, puis aussi à l'impro, parce que Big Brother, c'est la magie du confessionnal. T'es seul avec la caméra, tu racontes un peu ce qui se passe, puis moi, ça me mettait en valeur, puis je remercie l'équipe d'avoir fait un montage comme ça. Autant dans le montage, je sortais comme un peu la méchante, autant ils ont mis mes jokes, fait que moi, je trouve que c'est comme bon deal, là. J'accepte ça à 100%. Ça m'a amené de la visibilité des offres. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais je trouve que c'est un bon filtre pour l'humour parce que, tu sais, si t'écoutes la télé-réalité au premier degré, tu comprendras pas mon humour de toute façon. Fait que je pense que j'ai été chercher les bonnes personnes qui me comprennent et me suivent. Perdu une coupe de Chantal, mais écoute, je les avais pas, ces madames-là, de toute façon. Puis, j'étais allée chercher aussi une confiance en moi, justement. Big Brother, là, quand tu sors, l'important, c'est d'assumer. C'est toi qui décides ce que tu fais de ça. Ben, pour beaucoup de choses dans la vie, d'ailleurs, là, quand tu sors, tu sais, mettons, tu fais un concours d'humour ou un contrat. C'est toi qui décides ce que tu en fais. Moi, ça m'a donné confiance de faire quelque chose de polarisant. Puis aussi, c'est une aventure parce que tu rencontres 16 personnes. Tu vis des émotions humaines, tu vis la connexion, des amitiés, tu vis le rejet, tu te vois à la TV. Fait que moi, ça m'a amené comme un gros kick de m'assumer, là. On parle de télévision, on t'a parlé de concours. T'as fait le prochain stand-up. Oui. Comment ça s'est passé? Puis ça aussi, tu sais, là, c'est vraiment humour. Là, c'était vraiment, tu showcases ce que tu fais sur scène. Ça aussi, ça t'a apporté, j'imagine, quelque chose de complètement différent de Big Brother. Oui, ça attire un autre sorte de public qui est des gens qu'on appelle geeks d'humour, des gens qui sont vraiment, qui aiment le matériel, qui veulent découvrir des nouvelles personnes. Ça aussi, ça m'a amené quand même une bonne quantité de public. Puis des bons fans, là. Souvent, c'est une nice émission. Puis si tantôt, on parlait de mes débuts, moi, je pense que les années en route vers mon premier gala, c'est ça qui m'a commencé. Tu sais, on regardait ça à la TV. Le monde bon, c'était motivant. T'es comme, j'aimerais ça être comme eux. Puis le monde pas bon, tu te dis, je pourrais le faire. Je suis meilleure que cette personne-là, sûrement.
Fait que d'aller faire le prochain stand-up, ça a été vraiment une belle aventure. Y avait-tu des numéros que tu avais marqués avant que tu fasses l'humour en route, que tu étais comme ah, c'est cool ça? Ouais, ben je me souviens de Philippe Signa, son numéro sur la Finlande. Puis il me semble que c'est ces années-là, tu sais, que j'ai découvert les Pic-Bois, qui s'étaient rendus loin. J'aime un peu l'humour décalé, même si c'est pas exactement ce que je fais, là, mais j'ai un petit côté absurde quand même. Puis overall, l'émission m'avait marqué, là, Mike Ward, son animation, puis mais là, toutes ça, les personnes. C'était comme la première année. Oui, la première mouture. Après ça a été Anaïs Favron. Puis après ça, c'est devenu aussi web un peu les dernières années. Oui, c'est vrai. Tout ça qui mène à aujourd'hui, 2022, tu sors, ben, en tout cas, tu es en train de travailler, ton premier One Woman Show. Où en es-tu là-dedans? Comment ça se passe? Puis c'est quand que... Honnêtement, ça se passe super bien. Là, on est dans on arrange des petites affaires. Ça sort quand? Pas de date précise? Je peux pas dire une date précise, mais je te parlerai de l'hiver 2023. OK, donc 2023, on devrait voir ton show. C'est pas exactement tout comme information. Ou un autre. Oui, c'est ça. Puis on peut venir le voir en rodage comme ça. En rodage, c'est hot parce que tu m'aides à écrire mon spectacle. Quand tu ris, tu contribues, je garde la joke. Quand tu ris pas, je l'enlève. Maintenant qu'on est familier, plongeons dans le premier segment de l'épisode, c'est-à-dire les débuts. Qu'est-ce qui t'a donné le goût? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de dire « Hey, moi, je pourrais être la personne qui fait les jokes en avant, qui écrit des blagues? » Personnellement, j'avais 14 ans, je jouais de la bass et j'étais nulle. Donc, j'avais fait à secondaire en spectacle un numéro de bass. Puis ça avait bien été, là, on avait un petit band là, de jeunes de 13-14 ans. Mais l'année d'après, je voulais me sentir davantage valorisée dans mon travail. Puis je me suis dit, la musique n'est pas la bonne direction pour moi. Donc, j'ai écrit un numéro d'humour. Mais, tu sais, j'avais 14 ans, puis je jouais au génie en herbe là, pour faire un peu le portrait. J'avais des broches. Je veux pas tomber dans les stéréotypes, mais j'étais très cérébrale. Donc, j'ai écrit un numéro, puis vraiment, je l'ai écrit là, sur mon ordinateur. Je faisais pas d'impro, donc j'étais pas du tout dans une optique de « OK, je vais essayer des jokes », puis c'était vraiment cérébral. Je l'ai tout écrit. C'était des blagues super nichées sur la politique québécoise et canadienne. J'ai pris ce que je voyais dans les nouvelles, puis j'en ai fait un numéro super niché que j'ai présenté sur scène, puis ça a bien pogné parce que j'imagine que c'est assez singulier, une jeune de 14 ans qui vient faire une blague super nichée sur le système de santé tel qu'il est géré par Philippe Couillard. Et finalement, j'ai gagné la finale locale, ce qui m'a permis d'accéder à la finale régionale. Puis ça aussi, ça donne que j'ai gagné. Puis là, finalement, je me suis rendue au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle, qui est comme un gros party. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. Donc là, l'année d'après, j'ai fait un autre numéro. Puis depuis ce temps-là, j'ai comme jamais arrêté, sauf l'année dernière. Là, j'ai arrêté. Donc toute cette belle histoire prend fin abruptement l'année dernière. Mais moi aussi, mon premier numéro de secondaire en spectacle, ça me ressemblait, mais pas tant. Genre, c'était comme de l'humour, poésie à la Sol. Oui. J'ai de la misère à l'imaginer. Ouais. T'avais-tu un costume? Ouais, mais j'avais un numéro sur genre un peu c'était comme le sens de la vie, mais c'était des jeux de mots sur le français. C'était comme être ou ne pas être. Doit-on s'accorder au subjonctif? Genre des affaires de même, genre. Puis il y avait un autre, l'année d'après, moi aussi, je me rendais, parce que quand t'es auteur, compositeur, interprète, puis t'es simili allumé pour 14 ans, ils te font gagner chaque année, c'est sûr. Peu importe là, qu'avec le recul, ça soit l'affaire dont tu es le plus fier ou dont tu es le plus mal à l'aise, je pense que c'est vraiment important comme opportunité, puis je n'oublierai jamais ça. Puis le faire en humour, je trouve que ça demande encore plus de courage. Une tune, c'est cool, c'est super difficile à d'autres niveaux, mais humour, c'est comme, il faut vraiment que tu aies du courage. Puis à chaque fois que j'en parle avec des amis humoristes, c'est comme, pourquoi on a commencé? Parce qu'on ne recommencerait pas aujourd'hui. Il y a une chance qu'on a commencé plus jeune parce qu'il faut être fou là, pour ça prend du courage ou une naïveté de c'est ça. On en parle avec amis. Oui, c'est pas game. Mais on en parle avec dérision, secondaire en spectacle, mais sans farce. C'est vraiment un projet incroyable. Puis ça donne. Puis veux pas, mon numéro, oui, il était peut-être pas tant drôle avec le recul, mais le fait que les gens m'ont fait gagner puis trouvaient ça drôle puis rire à mes blagues, ça m'a tellement donné de confiance. Puis c'est ça qui m'a permis éventuellement d'arriver à produire du meilleur contenu. Oui. Puis ça, c'est tellement important. En plus, les jeunes de 14-15 ans, c'est pas une période facile. C'est l'adolescence. Tu te remets en question. Tu te trouves donc bien pas beau. Puis, donc, au moins que ça existe puis que tu puisses être valorisé sur scène, que ce soit bon ou pas, je trouve ça vraiment génial. Je suis bien d'accord. Je passais par là, moi aussi, le secondaire en spectacle. Ah ouais? J'animais les galas depuis peut-être secondaire 3. Là. Fait que, tout ce que vous dites, ça me rejoint pas mal. Ouais. Ton premier numéro d'humour, c'était-tu... T'en as fait un à secondaire? Ouais, ben dans le fond, moi, je faisais l'animation. Ben secondaire 3, j'ai pas fait de secondaire en spectacle, mais j'ai fait 2 autres galas. J'ai aidé à l'écriture, mais tu sais, c'était pas vraiment mes galas, là, on était plusieurs. Là, j'en ai vraiment comme écrit puis animé un, puis c'était humoristique en secondaire 4. Là. Puis la première fois que je suis entré sur scène, je me suis
pété la marboulette sur le sol. Là. Je me suis enfargé dans mon micro. J'ai Physiquement. Ouais, ça a commencé C'est de pas une même. métaphore. Puis là, j'ai fait croire que c'était dans mon number. Puis là, j'ai eu la piqûre. Je me suis dit, bon, je rate au début, mais vu que j'ai réussi à le reprendre direct, là, c'est cool. L'impro, Là, je me sens en confiance. Ouais, c'est les réflexes d'impro qui embarquent. Est-ce que tu te souviens, après la portion burlesque, Olivier Guimond du numéro, est-ce que tu te souviens de quoi parlait ton numéro? Ouais, ben j'ai fait en duo avec mon meilleur ami là, dans le temps. Ben, on est encore... on fait encore tous nos trucs en duo pas mal. Là. C'est mon clown blanc puis je suis le clown rouge la plupart du temps. Peux-tu un petit peu expliquer aux gens qui seraient moins familiers avec cette mécanique-là, lequel est lequel, puis quel est le rôle de chacun? Absolument. Ben, c'est ça, ben, c'est une mécanique vraiment fondamentale dans le milieu de l'humour. Là. C'est les duos. Tu vas avoir celui qui va être plus straight, qui va plus se faire moquer de lui. Le vers straight clown man rouge. en anglais. Le straight man qui va permettre de mettre de l'avant le clown rouge. Là. Puis que, tu sais, le clown rouge, c'est lui qui fait les gags, c'est lui qui est drôle, mais il n'existerait pas sans le clown blanc qui permet d'être sa Mettre en réponse. valeur, oui, exact. Soit les Denis de relais, Ouais, Dominique mais Martin. ça, les gobelets aussi. Ça, les gobelets, voilà. Mon père m'a fait écouter ça, les gobelets, très tôt. Là. C'est vrai? Ouais. C'est drôle parce que c'est comme 9 générations avant toi. là. Non, c'est ça. Mon père a une bonne raison pourquoi le milieu de l'humour m'a vite fasciné. Là. Olivier, ton premier que tu as fait, c'était pour Ouvre ton mic. Oui, exactement. Exact. Et c'est quoi qui t'a donné le goût de commencer à faire ça? Écoute, j'ai toujours aimé l'humour du plus loin que je me rappelle. J'ai peut-être juste pour rire avec mes parents, puis c'était tout le temps le fun. Ce qui m'a vraiment accroché, c'est les Denis de relais. Là. Ah Je veux ouais? dire, c'était Écoute, là, on se juste- rejoint. c'est l'amour fou quand j'ai vu ça. Oui, c'est ça. C'est ça. J'avais 7 ans, j'écoutais Les Pourris de talent, puis je capotais. Là, c'est magnifique. Là. Je sais pas à quelle heure ça jouait, je sais pas si c'était vraiment de mon âge tant que ça, là, mais tu sais, juste la magie de, il y a un band qui joue, ils finissent, ils applaudissent, ça coupe au Denis à palette avec un genre de masse de chat qui crie « Mon père est mort, mon père est mort ». Il n'y a rien de meilleur que ça dans le monde. Ça n'a C'est toujours pas été fantastique. topé, d'ailleurs. Ben non. C'est ça, exactement. Puis c'est tout le temps été quelque chose que j'ai aimé d'être drôle, de un, puis d'être bizarre aussi accessoirement, parce que ils m'ont inspiré. En fait, je vous dirais que c'est comme dans ma famille un peu, moi puis mes frères. Tu sais, ma mère a dit les Denis de relais ont ruiné mes fils. Là. Ou ils les ont sauvés, peut-être? Ben, c'est ça, je me dis. Il doit y avoir un groupe de support de mère, parce que ma mère aussi était forte. Nous, là, au Pays des Denis, ça roulait en boucle chez nous, puis on répétait, là, on joue au 6, je mélange le hasard. Ma mère, à un moment donné, était comme s'il y en a un qui répète, je mélange le hasard, et une autre fois. Elle voulait nous tuer, pour vrai. Il doit y avoir un groupe de mères là, qui se soutiennent entre elles. C'est qui? Les artistes, les humoristes, pas nécessairement un humoriste, ça peut être des acteurs comiques, peu importe, qui vous ont inspiré, qui étaient vos idoles un petit peu en termes d'humour? Bon, honnêtement, j'ai fanboy un peu les Denis de relais pendant un bout. Oh. Là. J'écoutais leur CD en boucle. Là. Mais aussi... C'est quelle ta tune préférée? moi, c'était... c'est pas une question, ça. Monsieur Loisel, je pense. C'est bon, ouais, non, c'est Chanson bon. sur un... Il est comme s'il faut qu'il valide. Moi et ma soeur dans la voiture en road trip, là, en train de chanter par-dessus, c'est pas fun. C'est malade. C'est une chanson sur un professeur Ouais, qui enseigne à des très jeunes enfants, mais finalement, il est alcoolique. un tout croche aussi. Bref, fait que les Denis de relais a été une influence. Puis Pierre-Luc Funk aussi, un peu, là, pour C'est ce qui est de vrai? l'impro. Puis, tu sais, j'ai eu une bonne passe au jeu de comédien, là. C'est encore un peu là, mais là, d'autres choses ont pris le dessus, là, la réalisation, entre autres, là. Mais ouais, lui, il m'intéressait beaucoup, là, puis je le suivais pas mal. Ouais, je veux faire ça plus tard, là. Moi aussi, quand j'avais 13 ans, Pierre-Luc Funk m'intéressait. Oh, David a pas ri. Non, j'allais dire moi aussi. C'est ça, hein? Mais là, maintenant, tu l'as rencontré, Pierre-Luc, juste un talent extraordinaire. Tu sais, il est versatile comme ça. Et travaillant aussi, oui. Violette, qui sont les personnes qui t'ont inspiré? J'en aurais 2. Arnaud Soli, tant pour l'impro que pour l'humour, les chansons, il me fait juste pisser de rire, ce gars-là. Ses lives là, pendant la pandémie, ça m'a sauvée. Là. Je les regardais, c'était à 21h tous les soirs. Ses personnages, Jean-Daniel, en tout cas, vous allez voir ça. Si vous les avez pas vus, c'était vraiment génial. Puis sinon, Rosalie Vaillancourt, tant pour son humour que pour son engagement social. C'est une femme qui a pris parole pour défendre les femmes en humour, pour dénoncer le climat toxique qui règne trop souvent visiblement dans les loges, dans les coulisses. On l'a vu avec des enquêtes qui sont parues également, qui a pris fortement position par rapport à ça. Puis je trouve ça inspirant parce qu'il faut que ça change. Là. C'est pas acceptable que des femmes soient en danger, soient sujettes à subir des agressions sexuelles. Puis je trouve qu'il faut des femmes courageuses comme Rosalie Vaillancourt pour non seulement en parler, mais aussi faire des numéros là-dessus. J'étais allée voir son gala Juste pour rire l'année dernière, Carte blanche, et son numéro d'ouverture, c'était le 2e gala de la soirée, était sur les agressions sexuelles. Et j'avais trouvé ça tellement puissant d'être capable de faire un numéro sur ce sujet-là qui est tellement lourd, qui était tellement
contemporain, tellement sujet à controverse, et elle l'avait fait avec brio. Donc, je pense que c'est une femme absolument brillante, puis c'est une de mes inspirations. Il y a comme un lien entre, je trouve, clairement ce qui t'allumait déjà adolescente sur... Bon, à l'époque, c'était de l'actualité où Jean Charest c'était de la santé, mais que ça s'est transposé, ça a évolué en ce que t'aimes aussi comme adulte. Il y avait quand même une genèse de tes vrais goûts en humour. Belle analyse de mon âge. Oui, exact. Merci. Probablement relié à ton signe astrologique, mais on y reviendra plus tard. That's right. Je veux vous dire que non seulement ils sont excellents pour communiquer, mais ce sont également des humoristes en devenir. Allez voir leurs performances sur le site quartier.québec. Vous pouvez même voter pour votre préféré. Et le gagnant de chacune des catégories, parce qu'il n'y a pas juste humour, il y a danse, il y a auteur-compositeur, il y en a plusieurs, va se mériter 1 000 $. Également, le lien est à l'écran pour vous inscrire pour l'année prochaine. Donc, allez regarder ça. Je rappelle quartier.québec pour voir les performances et voter pour votre préféré. OK, BRB. OK, deuxième segment, processus créatif. On est déjà dans le rire. Quoi? Une anecdote? Oui, processus créatif, comment on écrit une blague? D'où ça part, une blague? Est-ce que c'était une émotion? C'était une idée? C'était une observation? You tell me. Ben moi, le début est bien simple. Moi, c'est plusieurs heures à fixer mon ordi en faisant C'est difficile des fois à se starter. Ça, j'ai hâte de t'entendre vos trucs à vous autres, parce que des fois, sur quoi qu'on écrit, sur quoi qu'on se base, des fois, ça part, surtout quand je me mets pas de limite puis je trouve vraiment complètement absurde. Là, je peux y aller. Ça sera peut-être pas bon. Des fois, les premiers jets partent comme ça. Des fois, ça prend 20 heures avant que ça starte. Des fois, il faut juste que je marche, que je fasse le tour de mon appart, que je me couche en boule. Plein de trucs, mais des fois, c'est ça, j'ai rien exactement. Ben, c'est correct, il n'y a pas une méthode. Hein, c'est vrai que l'absurde, c'est beaucoup associé à l'écriture automatique comme point de départ. Après ça, c'est sûr que ça peut être retravaillé, dépendamment, mettons, que tu le testes, mais j'ai l'impression que c'est une des façons que ça sort les meilleures choses absurdes, de vraiment laisser aller, partir dans des écritures automatiques. Mais moi, je suis comme bien sévère. Moi, il faut que ça me fasse rire. Même si je le sors de nulle part, si je raconte quelque chose à quelqu'un, il faut que ça me fasse mourir de rire. Sinon, je me sens mal. Ouais, écoute, d'avoir des bons standards élevés, c'est un très bon point de départ. Avec l'improvisation, ça devient une de tes forces de trouver des idées rapidement. Ouais. Puis, tu sais, c'est souvent les idées punchées. Puis moi, j'ai toujours eu une très bonne relation avec ma petite sœur. Puis avec elle, depuis qu'on est petits, c'était les jeux imaginaires. Mais comme on a fait ça longtemps, puis là, c'est devenu carrément des shows d'humour à deux. Puis là, on s'est créé des univers puis des personnages. Puis là, même, tu sais, j'ai continué avec ça, puis c'est des idées qu'on a créées jeunes, mais on était tellement fiers de ça, puis ça nous faisait tellement rire qu'encore aujourd'hui, j'écris là-dessus, j'ai maturé un peu les propos, mais ça reste qu'on a des univers absurdes comme ça. Puis là, je pige dedans, faire des trucs humoristiques. Faut que ça me fasse rire, faut que ça la fasse rire. Je présente à d'autres personnes un peu, puis là, ça confirme. Attends, là, duo frère-sœur, moi, j'ai jamais vu ça, là. Non, c'est vrai, ça serait cool. Ça est en train de... On a bien des duos. Ouais, non, ma sœur, elle fait de l'impro aussi, là. Bon. Elle suit dans mes pas un peu, puis pour vrai, je suis fier d'elle. Mais là, avez-vous déjà pensé faire un numéro ensemble? Comme me présenter vraiment là, sur ça? Il faudrait. Là, on n'a pas, à cause de la COVID, on aurait pu jouer ensemble à l'improvisation, mais ça a vraiment freiné ça. Mais il faudrait. C'est une bonne idée. On vient justement en donner pour le fun. Je suis revenu du travail, puis j'ai dit juste à ma sœur, « Hey, il y a une bulle qui m'a pété dans le cerveau. J'ai envie d'écrire quelque chose, on va le faire, on va le filmer. » On a fait ça. Puis là, on va filmer ça bientôt. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça nous a fait rire toutes les deux, puis c'est dans notre univers un peu. C'est juste toi qui la frappe. Moi, c'est ça que mon frère me faisait. Je t'aime! Mon frère voulait tout à jouer à la lutte. C'est déjà bien rare, je trouve, des duos, un gars et une fille, là. C'est en humour. Ouais, il n'y en a pas tant. J'ai pas vu ça. À moins que j'en oublie. Ben, les Morissette. Ouais. Ah, OK, ça. Pas de fan de Morissette? Bon. Non, mais c'est dans un. Ouais, oui, mais dans un autre contexte, on dirait, là, tu sais, pas rien enlever, mais c'est pas leur occupation. Hey, patine vite, mon David! Normal. Violette? Ben, j'ai tellement rien d'aussi intéressant à dire qu'un je suis sûr que tu as un frère. J'ai un frère, mais il fait pas d'humour. Il est journaliste? Non, j'ai pas. Non, mon frère et ma soeur sont pas journalistes. Mes parents, oui, par contre. Mais je dirais a priori que mon constat, c'est que mes premiers numéros, je les écrivais sur mon ordinateur. Donc, je pensais à la phrase que je pourrais écrire dans mon document Word, ce qui donnait des résultats trop cérébraux. Puis quand j'ai commencé l'improvisation, ça m'a donné tellement d'outils, bien justement pour improviser, me fier à mon instinct. L'impro, ça va tellement vite. Puis souvent, c'est là que tu sors tes meilleures blagues.
dans le feu de l'action, une réplique, t'en lâches une bonne. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à écrire aussi. Je le réfléchissais, je m'imaginais carrément dans une conversation avec quelqu'un d'autre et je me disais qu'est-ce qui serait drôle de dire à ce moment-là. Puis ensuite, je le couchais sur papier. Donc, ça, ce serait mon processus créatif, je pense. Michel, ton processus, comment naissent ces petites blagues? J'aime ça que tu as dit que tu n'allais pas intellectualiser ton processus, puis ensuite tu as intellectualisé ton processus. Et tu nous as ouvert ta thèse de doctorat. Super bon. Moi, je dirais ma créativité, on en a parlé là, de l'impro. C'est sûr qu'il faut faire attention avec l'impro parce qu'à l'impro, il y a un pardon, au sens où les gens le reçoivent comme de l'impro. Fait que là, la barre est plus basse versus en stand-up. C'est une V1. C'est ça. Et à l'impro, les erreurs, c'est des cadeaux. Quelqu'un se trompe, justement, quelqu'un se bêche, on reprend ça. Ça rend ça le fun. En stand-up, tu fais une erreur, tu peux te mettre tout le public à dos, puis c'est fini pour 8 minutes, tu sais. Donc, pas les mêmes codes, mettons. Ouais. Fait que j'ai gardé de l'impro le processus créatif, mais après ça, quand je vais le tester, je me mets les barèmes quand même de l'humour. Ce qui me rend le plus créatif, c'est pendant mon jogging, me mettre des notes ou des notes audio, sinon pendant le ménage, en même temps que le podcast. Et c'est ça, tu parlais de devant l'ordinateur. Moi aussi, je suis devenue avec le temps devant l'ordinateur. Tu sais, il y a des gens, c'est à un café, puis c'est intellectuel. Pour moi, les blagues, c'est un mot. Mon show, je le connais par cœur. Tu sais, c'est Activia, Costco. Je connais tous mes mots codes. C'est comme ça que j'apprends mes textes. Donc, j'apprends pas les textes à la virgule. Pour ça, je suis moyenne comédienne parce que quand quelqu'un est comme, t'as pas dit le 3e mot, je suis comme, ben là, c'est parce qu'on avait du fun, mon grand. Fait que j'aime un réalisateur qui est comme justement ouvert à l'humour, quelqu'un qui va me laisser improviser puis qui va me faire confiance. Fait que là, en notant des mots, aussi moi je travaille avec Maryse Paradis qui est une excellente auteure. Puis je me rends compte aussi qu'avec elle, je veux pas qu'elle m'envoie un texte, puis moi je veux pas nécessairement y envoyer un long texte, je veux qu'on échange, j'ai dit le sujet, puis même des fois on est rendu méta. Je me mets un sujet, je me dis on parle des barbecues, puis là j'y mets des notes. Là j'ai écrit joke de brochette, joke de mon oncle, puis à mes écrits, on se parle en code. Je sais même pas c'est quoi la joke, mais je sais que je veux une joke de brochette. Puis un des formats qui me sied le mieux, c'est la chronique. Là. Moi, j'adore ça. Tu me donnes 5 minutes, puis un sujet, là, on démantèle ça ensemble. J'aime ça écrire full de jokes, ramener ça. Puis c'est sûr, dans le processus créatif, il y a le rodage qui embarque. Tu vas dans des open mic ou dans des shows. Puis je dirais que c'est de donner plus qu'une chance à la joke, là. Ta joke, tu l'as dit moitié confiance, là, où tu y croyais pas. Elle avait 0 chance, ta joke-là. Elle est mort-née, tu sais. Ça prend que, faut que tu donnes, là, une grande confiance. De plus en plus, là, je pense que l'humour, c'est comme 95% confiance, là. Je pense que tout est dans la musique de ce que tu dis. Puis si tu as confiance que c'est drôle, c'est drôle. Faut donner de l'amour à ce qu'on pense qui est drôle. Moi, je like mes propres statuts maintenant. Je me dis, si j'aime pas ce que je fais, qui va aimer ça? Ça t'arrive d'avoir à faire le deuil d'une joke, vraiment? Tu l'aimais, puis vraiment, ça marche pas pantoute. C'est tout le temps celle que j'aime le plus que ça marche pas. Souvent, les affaires bizarres, justement, je parlais des réseaux sociaux, là. C'est sûr, moi, si je mets un statut bizarre, là, que je trouve hot, là, sur la vente à pression dans les animaleries, là, tu sais, c'est pas de like. Puis là, j'écris comme, j'ai chaud entre les cuisses, claque 6000 likes, c'est sûr. Fait que souvent, ma préférée, c'est pas la préférée du monde, mais j'arrive à dealer avec ça. Puis tu fais des compromis dans ton spectacle, là. Tu sais, t'arrives à un moment, tu fais, OK, celle-là, là, je l'aime pour vrai. J'assume que ça rit pas à bécomo. Puis il y en a d'autres, tu fais, bon, là, ça, c'est vraiment pas drôle, là. Faut que je débosse de mon affaire, puis le public a parlé. Mais ce qui me rend le plus créatif, c'est vivre des choses. Tu as écrit sur la politique, tu avais un intérêt pour ça. Faire une activité, vivre des anecdotes, ça va t'amener ailleurs. Là, vivre du nouveau, là, même sans avoir cette intention-là. Je trouve que tout est inspirant. Puis aussi, on en parlait, ta sœur, moi, ma famille m'inspire beaucoup. Parce que c'est comme si on parle la même langue. Là. Des fois, le monde dit « t'as un accent ». Puis je pense pas que c'est châteauguay, je pense que c'est juste dérocher mon accent. C'est juste toute ma famille, on parle vite, on répète du Denis de relais, puis on se comprend dans notre propre buzz, tu sais. Parler à quelqu'un qu'on trouve drôle, ou simili-drôle, ou juste qu'on trosse qui sait c'est quoi qui est drôle, là, amener ça ailleurs. Puis, N'oubliez pas, les bonnes idées sont souvent des anciennes mauvaises idées. Il a fallu que ce soit des mauvaises idées avant, puis qu'ils soient travaillées pour devenir. C'est vrai, tout à fait vrai. Tout à fait vrai avec la chant de Richardson ou quelque chose. Je sais pas, je sais pas. C'est pas ça. OK. Merci tout le monde. C'était le deuxième segment. On move on pour le troisième segment, l'industrie, le métier. Oui, on est à la portion métier, showbiz, bref, toute la portion industrie peut-être du métier. Parce que oui, ça commence par des jokes, mais à un moment donné, ça devient ta job. Et je me demandais,
toi, comment tu as abordé cette entrée-là en matière? Ben, je dis toi, du vous, là. L'entrée en matière entre OK, j'écris des jokes, je fais de l'impro, j'aime ça être drôle. Ah, OK, ouais, là, c'est pas juste quand ça me tente, il faut que je sois drôle, il faut que je professionnalise un petit peu cette discipline-là. Comment ça s'est fait pour toi? Est-ce que ça s'est bien fait aussi? Oui, quand même. J'ai eu une période de déni, quand même. Déni Coderre. Dégueulasse. OK, on y va pour le jeu de mots, là, direct. Déni Coderre, déni de relais. C'est mes racines, il est dégoûté. Honnêtement, moi, j'ai fait secondaire en spectacle, puis là, après ça, c'est ça, même affaire, tu te rends provincial, puis là, t'es content, puis après ça, j'ai eu peur. J'ai eu la peur de vivre mon rêve, tu sais, parce que j'avais, la peur de l'échec, puis tout ça. Fait que là, au cégep, j'étais allée en littérature, puis même, j'étais comme dans un mensonge que j'allais devenir prof pour faire des jokes en classe. Ça, c'est un classique, là, c'est terrible, faites jamais ça, là. Si tu veux être prof, sois prof. Si tu veux faire des jokes, fais des jokes, là, mais sinon... je le recommande pas là, comme excuse. Puis même quand j'ai voulu m'inscrire à l'école de l'humour, je voulais m'inscrire auteur. J'étais comme non, mais moi, je suis timide. Grand mensonge. C'est la peur de se lancer qui était là. Puis quand je me suis lancée solide. Fait que j'étais assez dans le tout ou rien, là, si tu veux. Tu me demanderais la recette pour l'avoir en humour. Juste d'être ici aujourd'hui, c'est se mettre de l'avant, là, envoyer ta cassette, là, donner ton nom, là, c'est la base de bien des affaires. Fait que quand j'ai mis le pied sur le gaz de « on fait ça », j'ai plus jamais arrêté. Fait que des fois, il y a des humoristes qui sont dans le doute, dans le non-doute. Moi, au début, j'étais comme « oh, je suis pas sûre », mais quand j'ai commencé à le faire, là, j'étais comme « j'ai pas le choix, là, j'ai commencé à le faire, là, tu sais ». Dans le tapis. Dès que j'ai fait mon audition pour l'école d'humour puis que je suis rentrée, là, j'ai plus jamais arrêté. Après ça, même l'humour, je l'ai un peu choisi parce qu'en littérature, j'avais pas cette envie-là d'écrire un roman qui reste sur la tablette. Je voulais rejoindre les gens comme vraiment fort. Puis ça, l'humour, c'est une bonne façon de le faire. Mm-hmm. Puis l'impro, c'est super le fun. Je ferais ça tous les jours, mais au Québec, c'est très rare les gens qui en vivent. On a des gens qui sont aussi comédiens, Sophie Caron, Réal Bossé, qui marient bien les deux, mais c'est pas comme ça qu'ils vivent leur vie. Ouais. Des gens qui ont une école d'impro, genre Roberto Sierra, mais c'est rare, tu fais le gros cash avec l'impro. Ouais. Donc, on dirait qu'avec tout mon bagage qui avait le plus de sens pour faire une carrière qui est plaisante et qui me passionne et qui paye, ça a été l'humour. Puis finalement, en le commençant, j'étais comme, ça a toujours eu du sens. C'est comme si je me le réavouais. Moi, quand j'étais jeune, je regardais Lou José Hood, là, ça me chatouillait dans le bas-ventre. Je savais pas c'était quoi l'émotion, là. Tu sais quoi? Je savais pas si c'était comme de l'envie, de la jalousie ou je le trouvais cute, là. Je pense que c'était un mélange de tout ça. Puis quand je me suis admis mon rêve, j'étais comme, ben oui, c'est vrai, toute mon enfance, on regardait de l'humour. Puis je me le suis comme pas avoué parce que justement, on en parlait tantôt, pas de représentation féminine, pas de personne à l'écran qui me dit, je peux faire ça. Puis quand la génération Rosalie Vaillancourt, Virginie Fortin, Christine Morancy, tu fais, ben oui, c'est ma place, puis il faut que je fasse ma place. Fait que ça s'est vraiment bien fait pour moi. On parle toujours en humour, l'expression qui revient souvent, c'est trouver sa couleur. Trouve ta couleur, trouve ton clown. Mais tu sais, ultimement, je ne vais pas dire ça veut dire quoi, ça veut dire trouve ton originalité, trouve ton... Mais comment on fait ça? T'sais? Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé vraiment ton filon, trouvé qu'est-ce que t'es sur scène, ta personnalité comique? Quand même, moi, c'est le ma tante Mitch que tu connais, mon petit perso. C'est un perso. Perso, c'est un grand mot. Après ça, tu me rencontres dans la vie, tu fais perso, hein, pas tant. Hein? Mais le petit côté-là, moi, quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, le monde disait que j'avais une vieille âme. Je sais pas si vous faites dire ça beaucoup. Tu sais, des fois, en humour, ou des gens qui sont artistes, on va se faire dire ça. T'as l'air plus vieux. Je pensais que t'étais plus vieux. Ou mon Dieu, t'es vraiment mature. Genre, moi, ça revenait tout le temps, cette affaire-là. Fait que c'est devenu un peu le perso, ma tante Mitch. Mais j'ai l'impression, justement, tous les jeunes qui sont comme, qui sont allumés, qui font du parascolaire, on va se faire dire ça de... Ça a-tu été dur de trouver ça? Ça a-tu pris du temps? De dire, OK, c'est ça mon truc. Est-ce que tu es arrivé à l'école de l'humour? Boum, je l'ai, ma tante Mitch. Ils sont comme, ben là, t'as 22. Comme... Au début, j'étais stiff. C'est le pont entre impro et humour qui est bizarre. Parce que tu passes de la spontanéité à j'ai un texte. Puis là, moi, j'étais stiff. Puis là, j'étais deathpan qu'on appelle, qui est genre... deadpan, c'est comme pas sans émotion, je dis mes punchs, là. Mais tu sais, je pensais que c'était ça mon style. C'était pas mon style, j'étais juste pognée, tu sais. Maintenant, je joue, j'ai du plaisir, j'assume ma personnalité. J'assume mon bizarre. De plus en plus, je dis ça, là. Tu sais, on dirait, des fois, on focus sur le cringe des autres, là. Mais moi, j'assume mon propre cringe. Ça, c'est devenu mon drôle beaucoup, là. Mais ça s'est fait naturellement, mais ça a pris du temps. Au début, en humour, j'étais tout pognée de « voyons, il me semble que je suis pas comme à l'impro ». Là, ça commence à transférer, puis je force le monde, justement. Je me mets dans des contrats que ça va être ça, la façon de parler, ça va être de l'impro, ou ça va être lousse, ou je m'entoure de gens qui sont down avec ça, tu sais. C'est toi, quand l'école a fini, le fameux après-école, trouver un gérant,
tout ce qui est mise en marché, c'est comme plate de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire comme te mettre en valeur puis commencer à faire ça. Comment ça s'est passé pour toi? Ben moi, j'ai été signée pendant que j'étais à l'école, puis on dirait que ça s'est passé vraiment tout seul. Puis j'avais déjà comme ces contacts-là, les amis de l'impro, les connaissances qu'on bâtit, là, que ce soit de n'importe quel milieu, c'est tout le temps pratique. C'est pas pour ça qu'on a des amis, là, mais moi, j'avais plein d'amis d'impro qui m'ont donné des spots dans leur soirée. Puis j'avais déjà un gérant, puis ça m'a mené à pogner des trucs, mais... j'acceptais tout aussi. J'avais cette attitude-là gourmande. Là. C'était le mantra d'impro au Vieux-Montréal. On disait tout prendre. Il y a une notion dans les métiers artistiques, puis je pense qu'ils sont vécus différemment. Là. En humour, c'est beaucoup sur scène, mais c'est la notion de rejet. En audition, pour les comédiens encore plus, parce qu'on fait moins d'auditions souvent en humour. Nous, c'est le rejet sur scène, genre cette blague. Oh, n'a pas été apprécié, visiblement. Donc, le rejet en direct. Ouais. Un rejet Twitch, je qualifierais. Et donc, c'est ça, cette notion-là de rejet. Je ne sais pas si est-ce que vous l'avez vécu, est-ce que vous l'avez déjà vécu sur scène ou autre, dans un contexte artistique, de se faire comme, oh, OK, c'était pas la réception que j'avais anticipée, là. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'on l'a tous vécu parce que forcément, si on se trouve sur scène, c'est impossible que 100% de nos gags fassent lever la foule dans un sursaut d'acclamation, là. Donc oui, ça nous est tous et toutes arrivé, je pense. Mais l'important, c'est vraiment de oublier ça, s'enligner sur la prochaine blague. Je pense qu'il faut trouver la fine ligne entre assumer son gag et l'enfoncer dans la gorge du public en disant « Regardez à quel point je suis drôle ». Il y a comme une ligne à atteindre, mais il faut pas non plus... quand tu disais défendre sa blague, je trouvais ça tellement vrai. Il faut défendre ta blague, mais sans non plus l'imposer au public. Donc, je pense que c'est la meilleure manière de se relever de ça. Ben moi, de mon côté, écoute, comme j'ai dit, j'ai juste fait un numéro, c'était à Ouvre ton mic, il n'y avait pas de public pendant le tournage. C'est dur de léger rendu là. Moi, je dirais de mon côté, ce qui peut être le plus difficile, c'est juste pas de réaction. Ouais, c'est quand moi, je suis plus sur le web en ce moment. J'ai fait mon show de radio, là, je fais des petits sketchs sur TikTok, YouTube. Quand il n'y a pas de vues sur tes vidéos, ou bien à mon show de radio, je pose « Hey, nouvel épisode », puis que tu as un like, 0 commentaire. C'est mon meilleur stock que je viens de faire pour toi. C'est ça qui est difficile de ne pas voir de gauge de ils ont-tu pas aimé ça, y a-tu personne qui écoute, ça leur tente juste pas d'interagir tant que ça. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est ça qui arrive. C'est ça qui est le plus difficile à dire. Mm-hmm. Au niveau de l'humour, je pense que j'ai été assez chanceux à ce niveau-là. Je suis encore jeune, fait que j'ai pas encore fait tant de projets qui ont abouti que ça encore. Mais pour l'instant, mes films, mes trucs que j'ai faits, ça a eu une bonne réception. Mais c'est aussi, j'étais assez dur avec moi-même. Là, fait que si c'est pas parfait ou parfait selon moi, je vais pas le montrer. C'est ça, je pense. Des fois, on s'auto-rejette. Ouais. Mais je m'auto-rejette beaucoup dans la vie, fait que ça désarçonne un peu le rejet potentiel des autres. Puis je me prends pas au sérieux du tout. Ou du moins, j'essaie. Là. Parfois, il y a des périodes où je suis plus sensible. Mais ça permet de avoir un pied de recul, puis permettre de affronter la mauvaise réaction, peut-être. C'est bien dit. Parlant de s'auto-rejeter, moi, on dirait que l'estime de soi devrait être constante, mais moi, c'est des montagnes russes immenses, tu sais. Puis c'est évident, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent dans le milieu. Puis je pense que j'ai choisi cette job-là un peu parce que j'aime ça. Tu sais, j'aime ça, me sentir au top pour ensuite me sentir comme une marde, puis ensuite que ça recommence à l'infini, puis que ça me donne envie de travailler. C'est comme une belle roue qui tourne, mais tu parles d'obstacles en humour. Je pense qu'on est très souvent son plus grand obstacle. Puis il y en a plein des exemples d'humoristes que leur obstacle, ça peut être la paresse, ça peut être la consommation, ça peut être juste l'anxiété, le stress. Quand t'es humoriste ou t'es artiste ou t'es chanteur, whatever, tu deviens le véhicule de ton art, là, tu sais. Fait que ton corps, c'est vraiment ce qui te porte. Fait que ça va pas bien là, ça va pas bien là. C'est sûr que ça va pas marcher. Fait que prendre soin de moi, là, je suis fatigante avec ça. On a la même gérante, puis elle me connaît par cœur, puis on s'en va au spa ensemble bientôt. Food self-care, c'est ma recommandation. Sur ces sages paroles, c'est ce qui nous amène à la dernière portion de l'émission. Et j'ai nommé le Starter Kit. Et oui, la trousse de départ de l'humoriste. Ça peut être n'importe quoi, un outil, un conseil qui pense que chaque humoriste devrait avoir dans sa trousse de départ pour l'aider. Je vais commencer avec, je sais pas moi, Olivier. Bien, écoute, moi, en tant que moi-même, oui, c'est pratique. Mais ce que j'essaie de faire, c'est juste ne pas avoir peur d'avoir l'air d'un crétin. Ça, c'est là-dessus que je travaille. C'est difficile des fois.
Je filme des sketchs, puis je me dis, ça me tente pas. Il y a des gens que je connais, mais pas trop, voient ça. J'ai pas envie qu'ils me voient comme en chess avec un masque de Sylvester Stallone fait en papier. Ça me tente pas. Mais j'y vais, puis je le pose pareil. Là, je me dis, c'est ça que je veux faire. Je veux faire rire, puis je veux être drôle, t'as le tort, là. Je veux dire. Pas avoir peur, c'est pas mon avoir peur but. du ridicule. Mais Et voilà. Violette. Je dirais d'abord le travail, parce que sincèrement, il y a juste ça de vrai. Comme aller faire les open mic dans des bars crasseux devant 2 personnes, c'est peut-être pas le fun, mais faut le faire, puis s'asseoir, puis écrire des sketchs, ou être debout, puis écrire des numéros. Mais tu sais, travailler, là, je trouve qu'il y a juste ça de vrai. Même si tu as du talent, si tu travailles pas, ça va rien donner. Donc le travail d'abord, puis ensuite l'ambition. Là, si tu veux être le prochain Louis-José Hood, ben travaille pour, puis tu sais, pas peur d'avoir des rêves, puis j'ai l'impression que c'est ça qui va faire en sorte que tu as des résultats. 100%. Souvent, les plus talentueux que j'ai vus n'ont pas été ceux qui ont eu les plus grandes carrières parce qu'ils n'étaient pas travaillants. Donc, c'est un fait. Tim? Mais moi, je pense que ce serait le recul sur soi-même. Ça, on a beaucoup parlé de confiance en soi, mais je pense qu'une bonne confiance en soi va dépendre d'un bon recul sur soi-même. Tu sais, le recul va faire que tu vas pouvoir non seulement te regarder aller, mais ça va désamorcer la peur du ridicule. Ça va faire que tu vas avoir confiance en toi, mais pas trop... c'est pas d'arrogance, là. Tu vas être capable de rire de toi-même parce que tu vas regarder... Tu seras pas trop proche de tes émotions, tu sais. Parce que je pense que c'est important d'avoir ces émotions, mais d'être capable de penser avec ton autre cerveau qui te dit comment les choses sont. Puis aussi, ça, en ayant du recul sur toi-même, sur les situations, tu peux voir le drôle dans tout, tu sais. Tu vas pas te laisser aveugler par toi comment tu envisages quelque chose. Puis ça se peut, mettons, tu as une opinion sur quelqu'un, bien, en ayant du recul, tu vas mieux comprendre la personne. C'est vrai, mieux tu comprends ton monde, mieux tu comprends toi, t'es comment. Tu vas être capable de mieux faire des jokes, puis de mieux te sentir par rapport à toi-même puis à ton univers, là. Ce qui est parfait pour performer, je trouve. Très d'accord avec Timothée. J'en ai un, je dirais, un conseil qui ressemble, qui m'a été dit à l'école de l'humour par un prof. Il m'a dit « Tu n'es pas ton devoir ». Tu n'es pas ton devoir. Tu n'es pas ton devoir. C'est-à-dire que tu pourrais dire « Hey, ton... » Non, non. Tu ne pas être. Exact. Dans le sens être ou ne pas être son devoir. Dans le sens que si quelqu'un dit ta joke, c'est de la merde, c'est juste ta joke qui est de la merde, toi, t'es pas de la merde, tu sais. Puis ça, c'est vraiment important, puis ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, je pense. Que ça m'a ouvert à comme recevoir la critique, puis me détacher de mon art. Même si mon art, il est super authentique puis personnel, ben quand quelqu'un dit « j'aime pas ça », ça veut pas dire que lui, il m'aime pas moi, tu sais. Ça m'ouvre... à la critique. Puis je dirais en deuxième conseil, qui que ce soit qui est travailleur autonome ou artiste, et pas peur de moduler ta journée pour le toi que t'es. Genre moi, ma santé mentale à travers le temps, ma personnalité, là, ben un 9 à 5 pour moi, ça marche pas, là. C'est pas ça que je veux faire, puis j'ai modelé ma vie comme ça. Moi, j'aime mieux des gros projets, des voyages, des shows. Je sais qu'une partie de la journée que je prends soin de moi. Je sais que je suis créative entre 8 et 11 heures le soir. Apprendre à se connaître, là, puis refuser le modèle de travail de base. De toute façon, tu as déjà choisi une avenue qui ressemble pas à ça. T'es pas secrétaire dans un bureau. T'es journaliste, t'es chanteur, t'es humoriste. Donc, module ton existence avec tes forces, tes faiblesses, puis même si ça ressemble à aucune autre personne autour de toi, là, si ça marche, c'est ça la bonne recette. Encore une fois, des sages-paroles, un story kit de feu. Allez voir leur performance sur le site quartier.québec. Votez pour votre préféré, 1 000 $ aux gagnants de chaque catégorie. Également, à l'écran, le lien pour les inscriptions pour l'année prochaine. Merci finalement à Michel Desrochers d'avoir été avec nous. Oui. Et j'aimerais qu'on finisse l'épisode sur ton punch-out de ton numéro sur l'eau. Et je ne suis qu'un poisson qui parle en verre. C'était Ouvre ton mic et le meilleur punch-out de l'histoire. Merci, bye-bye.